je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyad Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Aujourd'hui, c'est Gauvin qui va vous raconter comment il a créé son entreprise presque sans le faire exprès. Après ses études aux Beaux-Arts d'Angoulême et avant de se lancer dans ses projets de BD, il a l'idée originale de dépoussiérer le canevas en proposant des séries limitées créées par des artistes contemporains. Le succès est vite au rendez-vous et ce qui devait être un simple projet artistique éphémère est finalement devenu un métier à temps complet. Je m'appelle Gauvin Manhattan, j'ai 29 ans et je suis créateur de canevas. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup intéressé par le dessin, l'art, la bande dessinée et du coup je me suis orienté vers un bac art appliqué. Et après ça, du coup c'est aussi posé la question de vers où partir et je me suis orienté vers les Beaux-Arts d'Angoulême parce que justement il y avait une spécialité BD et que ça m'intéressait beaucoup à cette époque-là. Et j'ai fait 5 ans là-bas. Pour les études d'art, c'est toujours compliqué parce que du coup, on ne prépare pas vraiment à un métier. On essaie justement de nous ouvrir le champ des possibles, mais du coup, c'est assez rare qu'on soit directement dans une voie précise. J'avais démarré en parallèle de mes études un petit boulot, j'étais surveillant dans un collège. Le rapport avec les jeunes, les élèves et l'éducation me plaisait beaucoup et du coup, je me suis dans un premier temps plutôt destiné à une carrière de prof d'art plastique. Et du coup, j'avais fait pas mal de recherches à ce niveau-là, passé le CAPES, des choses comme ça. Le canevas, je m'y suis mis parce que au début, je trouvais l'esthétique kitsch assez ironiquement intéressante. J'ai remarqué qu'il y avait un rapport entre le pixel et le canevas, le fait de juxtaposer des petits points de la même taille pour fabriquer une image plus globale. Et c'est là du coup que j'ai rapproché les deux et du coup j'ai intégré des personnages de jeux vidéo dans des univers de canevas. Et c'est comme ça que je m'y suis mis, que j'ai testé, que j'ai fait mes premiers canevas. C'était de la retouche de canevas qui était déjà existant. Et c'est pour ça du coup qu'à la fin de mes études, comme j'ai trouvé qu'il y avait un vrai potentiel inexploité dans le canevas, parce que justement depuis les années 60, il y avait quasiment rien qui avait été apporté en termes d'esthétique. Je me suis dit ce serait dommage de rester sur ça et pourquoi pas proposer du coup une alternative plus contemporaine. C'est comme ça que je me suis lancé dans Canevas Fatal. Et les Beaux-Arts, ça ne nous apprend absolument pas à l'entrepreneuriat, l'économie, la gestion, tout ce genre de choses. C'est très loin de ce que je connaissais. Donc à la base, Canevas Fatal, c'était plus un projet artistique que je voyais que vraiment une volonté de faire un business. Et j'ai mis très longtemps à accepter justement que ça pouvait être lucratif. Même au début, Canevas Fatal, c'était voué à ne pas être rentable, volontairement. Moi je viens un peu du milieu de la micro-édition, du fanzine. J'étais un peu parti sur ce postulat au départ. Je ne savais pas du tout comment gérer une entreprise. Je me suis dit, si je le vends à ce prix-là, est-ce que ça marchera? Est-ce que les gens achèteront? Je ne sais pas, parce que personne n'achète de canevas. Du coup, c'est compliqué de trouver un ordre de valeur. Mais au début, ça a fonctionné. Et du coup, de plus en plus, en essayant justement d'essayer de s'améliorer, de faire de mieux en mieux, d'avoir de plus beaux produits, de proposer de plus en plus de services et aussi d'aller collaborer avec des artistes toujours un peu plus hype. Petit à petit, du coup, comme ça me prenait de plus en plus de temps, là, j'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, ça pouvait devenir mon métier et du coup, devenir un projet dans lequel je pouvais m'épanouir à plein temps. Ouais. La toute première collection, du coup, c'était 5 modèles ensemble, en 50 exemplaires chacun. Chacun ont été illustrés, c'était par des amis et des connaissances, notamment Marie, ma compagne. On avait créé une boutique sur Etsy et on n'avait pas d'Instagram. L'Instagram est venu bien plus tard. Ça s'est fait via Instagram, mais via l'Instagram des artistes en fait. Parce qu'on avait du coup Marie qui avait une communauté qui est assez importante. Il y avait aussi Tarmaz sur la première collection qui avait du coup une communauté vachement engagée et du coup d'autres artistes qui du coup avaient aussi une présence sur Instagram. Et c'est justement en voyant que ça prenait de l'ampleur que Marie a eu l'idée de créer une page Instagram qui était dédiée. Je trouvais ça très cool que ça ait trouvé un grand succès dès le début.
Mais le truc, c'est que du coup, je me voyais pas directement embrayer et voir comment faire grandir le projet. À côté de ça, du coup, donc je sortais des études, j'avais plein de projets artistiques, j'avais une bande dessinée que je venais de signer à peu près à la même période chez un éditeur, et du coup, donc j'avais beaucoup de travail à ce niveau-là. J'avais aussi du coup d'autres projets que j'étais en train de mener, tout se chamboulait un petit peu, et du coup, je me disais, bah, j'en referai avec grand plaisir si ça plaît, si je trouve des artistes qui ont encore envie de collaborer, en tâtonnant totalement, en découvrant comment affranchir, comment gérer les envois, comment gérer du stock, comment gérer un inventaire, plein de choses comme ça qui m'étaient totalement inconnues. Et petit à petit, du coup, voilà, ça a grandi en ampleur en faisant un meilleur packaging, en ayant une meilleure communication, en ayant une démarche un peu plus professionnelle envers les artistes, parce que ça a démarré au début avec plus des amis, des connaissances, et de plus en plus c'est allé vers des gens que je connaissais absolument pas, des artistes étrangers qui parlent pas en français, donc il faut aussi justement s'adapter. Et c'était pas la même chose que d'envoyer un texto à un pote hey, ça te dit pas de faire un canevas pour moi. C'était pas la même chose. C'est officiellement mon métier à temps plein depuis moins de 6 mois, parce que du coup j'ai quitté mon job salarié, j'étais encore surveillant jusqu'à la fin d'année scolaire 2022 du coup. Et du coup, j'ai pas renouvelé mon contrat et je me suis lancé à temps plein sur ce projet-là. Mais avant ça, du coup, il y avait une volonté justement de voir que ça fonctionne. On a essayé d'adapter à se rapprocher un peu plus de la demande entre guillemets du marché. C'est une étape importante justement quand on est passé d'un nombre fixe et strictement limité. Alors au début c'était 50, après on est passé à 100. On a fait pour une édition très spéciale du coup avec Pénélope Bagieux 250. Ce qui était vraiment le max qu'on pensait pouvoir faire. Et au final, c'était assez contraignant justement pour les gens parce qu'il fallait absolument être présent à l'instant T, parce que des fois, en quelques minutes, il n'y avait plus rien sur la boutique. Donc, il fallait être absolument là. Ça créait de la frustration chez nos clients et nos clientes. On a augmenté nos capacités de production. On a étalé un peu plus sur la durée la disponibilité des modèles pour justement que les gens puissent avoir leur chance, même si ils n'habitent pas forcément en France, même s'ils ne sont pas disponibles au moment de la mise en vente. Le côté édition limitée, ça nous tient toujours beaucoup à cœur parce que justement, on vient d'un milieu artistique où on a envie que justement les objets aient du sens et du sens pour la personne, que les gens s'y attachent. Et notamment avec le canevas, où c'est un objet qui va nous accompagner pendant très longtemps. On voulait vraiment qu'il y ait une relation un peu charnelle, un peu personnelle avec le canevas, et que du coup, quand on a réussi à avoir ce canevas-là qu'on voulait absolument, qu'on se dise qu'il y en a 50, moi j'en ai un sur les 50 et que ce soit vraiment un objet précieux. Quand on voyait du coup qu'il y avait des fois plusieurs centaines de canevas qui partaient en quelques minutes, dizaines de minutes, voire quelques heures parfois, c'était toujours un énorme shot d'adrénaline parce que du coup on ne savait absolument pas quel accueil allait avoir. En fait, on a toujours préféré travailler avec des artistes dont on aime le travail et pas où on se dit cet artiste va marcher donc on va travailler avec lui ou avec elle. C'était toujours vraiment de l'appréciation très subjective. Et donc à 18h, on était sur notre ordi prêt et on arrivait donc 18h01, 18h02, 18h03, le temps que les gens ajoutent au panier et payent. 18h03, on avait 200 commandes. 18h05, on avait 500 commandes et on était en mode ben ok, il n'y a déjà plus rien, et ben c'est formidable, écoutez. Et donc là, après, il fallait enchaîner, donc forcément tous les envois restaient à peu près dans des temps corrects, on va dire, d'expédition pour pas que ça prenne non plus trop de temps entre le moment où les gens commandent et où les gens reçoivent chez eux, parce que voilà, il faut que ça suive un petit peu. Mais du coup, voilà, c'est pour ça aussi que ça crée vraiment beaucoup d'émulsions d'un seul coup. Et après, sur les semaines d'après, c'était beaucoup plus calme parce que le shop était vide. Du coup, moi, il fallait que je tienne aussi la cadence. C'est pour ça qu'on a aussi étalé dans le temps pour justement épargner un peu mon petit cœur, qui du coup, c'était beaucoup de tension à certains moments, certaines périodes de l'année. Ouais. Pour l'instant, c'est moi qui gère tout, de la logistique, la réception, le conditionnage, jusqu'à l'envoi aux clients. J'ai un peu de mal à séparer du coup la vie perso et la vie pro parce que du coup, comme on bosse tous les deux à la maison, ça arrive souvent qu'on reçoive des mails un peu à tout moment. Alors là, en ce moment, j'ai réussi à... Je coupe toutes les alertes de mon téléphone, quel que soit le moment de la journée. Du coup, quand je regarde, je reçois des commandes, j'ai plus une alerte, ce qui du coup me fatigue beaucoup moins m'occupe beaucoup moins l'esprit. Ça a été assez fulgurant sur le début et après justement, ça s'est un peu
en fait, je pensais être au climax après le premier confinement vers 2020, après les confinements vers 2021. Et en fait, 2022, on a encore été en croissance. Donc du coup, c'était encore une très très bonne surprise pour la fin d'année. D'autant plus que justement, jusqu'à 2022, je ne considérais pas que c'était mon métier. Et je me mettais volontairement des barrières de production et d'implication parce que justement, je me disais que... j'ai fait une bande dessinée en 2020, j'ai d'autres projets en bande dessinée et j'aurais bien aimé les mener. Mais en fait, je me suis rendu compte que Canva Fatal, c'était déjà hyper épanouissant comme projet et que du coup, j'arriverais pas à mener une bande dessinée et ce projet-là en même temps. En 2022, je travaillais encore activement sur de la bande dessinée, j'essayais de faire des recherches, de monter un dossier et au final, j'ai mis tout ça de côté parce que je me suis dit, j'y arriverais absolument pas, ce serait vraiment cracher les deux projets qui me tiennent à cœur l'un dans l'autre. Donc je ferai de la bande dessinée quand j'aurai le temps, pendant ma retraite peut-être. Mais là pour l'instant, du coup, je me reconsacre à Canva Fatal à fond et c'est hyper positif, justement, tout ce qui gravite autour de ce projet-là, c'est génial. On est conscient, on n'a pas inventé le Canva, on n'a pas inventé un concept. Nous, ce qu'on a plus ou moins démocratisé, on va dire, c'est faire des modèles contemporains en collaboration avec des artistes. C'est plutôt ça notre projet. Après, du coup, qu'il y en ait d'autres qui fassent la même chose, c'est, j'imagine, inévitable. Plein de gens nous disent oui, c'est la rançon du succès, ça veut dire que ça marche et que ça plaît et voilà. Après, nous, du coup, comme on n'a pas de formation, ce que je disais, commerciale, de marketing, tout ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à jauger parce que du coup, on se dit si quelqu'un arrive et fait mieux que nous sur la communication ou des choses comme ça, ou a un meilleur rapport qualité-prix, ou est plus agressif avec ses fournisseurs et arrive à avoir des meilleurs prix, c'est quelque chose qui, du coup, nous, sur lesquels on ne pourra pas rivaliser. J'ai fait une formation, du coup, pour... essayer d'être un bon chef d'entreprise auprès de la CCI de Nantes il y a presque un an et du coup l'idée c'est d'essayer de combler un peu nos lacunes pour essayer de rester du coup au top du Canva. On restera évidemment sur nos valeurs, c'est-à-dire du coup travailler avec des artistes dans le respect du droit d'auteur et d'essayer d'amener le plus possible une rémunération correcte, travailler avec des fournisseurs français au maximum, rester justement dans des valeurs qui nous tiennent à cœur depuis le début de la création de Canva Fatal et que ça restera comme ça sans problème. Et c'est des questions que je me pose beaucoup en ce moment, de me dire et si j'avais démarré avec les mêmes connaissances que j'ai maintenant, c'est-à-dire de gestion et de comment faire un business plan ou des choses comme ça, est-ce que ça se serait aussi bien passé? Parce que justement, en fait, dès le début, ce qui a créé la hype pendant les au moins 2 premières années de Canva Fatal, c'était que justement, si tu n'étais pas là à l'heure où c'est mis en vente, tu n'en auras pas. Et justement, ça a créé vraiment à chaque fois des mouvements de foule sur notre boutique parce que justement, il fallait être là. Et du coup, j'imagine qu'on bénéficie encore maintenant de ce principe-là et du fait que justement, Canva Fatal, c'est hype et il faut y être au bon moment. Et en plus, du coup, il y a eu comme on a démarré avec un côté assez... je vais le dire amateur, c'était totalement amateur. Il y avait un rapport très personnel. En fait, les gens nous connaissent, Marie et moi, ils connaissent nos visages, ils savent qui est derrière cette entreprise, ils savent que c'est une personne qui gère toutes les commandes. Et du coup, donc, il y a vraiment un rapport presque familial en fait avec nos clients. Et du coup, c'est très cool de voir qu'on peut se permettre ça et qu'on ne soit pas constamment dans une pression de est-ce qu'il faut répondre dans moins de 12 heures, est-ce que si on laisse 2 jours, la personne va se vexer, est-ce que si on répond un peu familièrement parfois, la personne va mal le prendre ou des choses comme ça. On essaie évidemment de rester pro, bien sûr, mais on est aussi relativement libre dans notre gestion et c'est vraiment top, quoi. On peut se permettre ça. C'est un peu mes moments de pause. Je brode du coup le soir quand je peux et j'ai encore du coup ma pratique artistique personnelle qui se fait sur mon temps libre. Donc oui, j'ai encore beaucoup de plaisir à faire du Canva évidemment. Ça me change justement de préparer des commandes et c'est pas du tout le même état d'esprit, donc non, c'est très positif. Et puis il faut bien tester les produits en plus. On a pas mal d'idées qu'on va essayer de mettre en place là pour 2023. C'est un peu tôt pour le dire, du coup je ne sais pas encore si c'est faisable, disons qu'on a des projets. L'idée c'est justement d'essayer de se diffuser le plus possible dans un réseau de boutiques,
donc des merceries et des boutiques de loisirs créatifs, des boutiques de cadeaux, ce genre de choses. On a commencé fin 2022 et c'est en bonne voie du coup pour continuer, parce que justement l'idée c'est qu'on essaye de se détacher un petit peu des réseaux sociaux, parce que là on l'a vu avec Twitter il n'y a pas si longtemps, on se dit que ça tient qu'à un fil, que le réseau social sur lequel on communique le plus, là nous c'est sur Instagram, mais ça peut potentiellement s'effondrer du jour au lendemain s'il y a quelque chose qui se passe. Donc l'idée c'est justement d'essayer de prendre un peu de recul de notre présence en ligne, pour essayer justement d'aller plus sur des personnes, des boutiques en physique, et aller toucher justement tous les gens qui ne connaissent pas le Canva, qui ne nous connaissent pas sur les réseaux sociaux, qui ne vont pas sur Instagram, qui ne vont pas trop sur Internet. Et après du coup continuer de développer des produits, essayer de proposer des choses différentes. Là on est sur du coup des images qu'on a plutôt tendance à encadrer, mais on va essayer justement d'aller sur peut-être des objets un peu plus pratiques, qu'on reste toujours dans le Canva, on reste vraiment sur ça, mais du coup des choses qu'on reste dans la mercerie, mais qui pourraient justement diversifier un petit peu ce qu'on va être amené à proposer. Ouais. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous, mettez des étoiles, des j'aime, des commentaires, partagez, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci.